Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir de ne pas avoir un ni deux, mais trois invités. Coach sportif et kiné en plein cœur de Paris, c'est au Local Performance qui vous accueille. Avec un nom pareil, vous vous doutez bien que ça me fait kiffer. Avec eux, de la vraie prépa physique, de la vraie kiné du sport, smart, comme on aime. La science de l'entraînement au service du terrain et même du ring. Les gars, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Comment allez-vous? Bah, écoute, merci à toi. Merci à toi, mec, ça va super, hein. Ah, Salut ça Max, fait, merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur le podcast parce que ça fait un moment que je vous suis. Ce que vous proposez, c'est vraiment carré. Donc, merci à vous Ça fait un petit de temps. vous être rendu disponible. Tout simplement, on va commencer par vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas. Alors moi, c'est Maxime, j'ai 24 ans, avec Jules et Mika, nous on est basé sur Paris. J'ai fait deux licences TAPS, donc une licence entraînement sportif, donc tu es plus dans des clubs de sport, et une licence pro métier de la forme, où tu seras plus dans un gym, donc Club Med Gym, etc. Donc c'est du plateau Mhm. muscu, des cours co. Et maintenant, actuellement, bah, coach à domicile, coach sur le terrain, coach au local, en one-one. Bah, je vais enchaîner du coup. Donc, ouais, Jules, coach sportif et considéré comme préparateur physique aussi. 23 ans, donc je suis un peu plus jeune que lui. Diplômé de STAPS également. Donc, moi, je bosse plus en général avec athlètes dans les sports de combat, mais préparateur physique, coach sportif, Et moi, cofondateur du local. Cofondateur local, c'est bien ça, Cofondateur du ouais, c'est pas local mal également. ça. Ouais, carrément. c'est Michael, j'ai 25 ans, je suis kiné. J'ai été diplômé au CERF, c'est une école dans le 93, depuis juillet Yes. 2021. Ok. J'ai fait 2 ans en tant que CFA dans un hôpital du Val d'Oise. Et là, actuellement, bah, je suis en kiné en cabinet libéral depuis 1 an et demi, bah, pareil dans le Val d'Oise. Et en même temps, bah, co-founder du local. Vraiment cool. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité, c'est qu'il y a une partie pluridisciplinaire avec la partie coach sportif, la partie kiné du sport. Donc, c'est de ça dont on va parler en particulier. C'est vrai que j'ai rencontré Jules en formation il y a quelques années déjà. C'était juste avant le Covid, rappelle-toi. Ouais, c'est ça, hein. C'était avec la PSC, non? Avec la PSC, ouais, grâce à Rémi Lancou, connu sous le pseudo pardon, de Rémi Physiosport, et puis son ami Nordo Mostefa. On leur passe bien évidemment le Exact. bonjour. J'imagine que, comme pour toi ou même pour vous, c'est une vraie source d'inspiration. Rémi Physio, ouais, j'ai pu faire le PSC 1. J'ai fait du coup le Strength and Conditioning aussi avec lui, Yes. plutôt orienté préparation physique pour les athlètes combattants. Ouais, Donc ouais, non, il a toujours été assez présent dans les formations que j'ai fait. Et puis même, c'est quelqu'un au quotidien avec qui tu peux échanger quand tu le connais. Et je sais que il répondait à mes moindres questions, mes moindres demandes et tout. Et ça a toujours été un mec vraiment, vraiment gentil et présent en fait pour t'aider et faire évoluer. En tout cas, moi, je le considère comme un de mes formateurs vraiment au placé, quoi. ouais, je partage bien évidemment ton avis. Ok, aussi long que vous vous souveniez, parlez-nous de votre première expérience marquante avec le sport en tant que pratiquant. Alors moi, j'ai fait 2 ans de foot quand j'étais plus jeune, de 8 à 10 ans. Je me souviens, je jouais souvent à l'arrière, donc en défense. Et donc, Mhm. c'est pas les postes les plus enviés, si tu vois ce que je veux dire. Et je me souviens, pendant un match, j'avais dit à mon coach, il y a moyen que je joue au milieu, tu vois. Et directement, il m'a fait jouer au milieu deux, trois fois dans la saison. Et ces deux, trois fois, j'ai été décisif. J'avais mis une retournée, j'ai mis deux, trois buts. Enfin, franchement, j'étais vachement bon. Tu vois, c'est à Ok. ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience peut-être de l'impact un peu de la perf, du mental, etc. Dans le sport. Ouais, ouais, Je carrément. pense que c'est mon premier rapport avec le sport où j'ai vraiment kiffé. Lourd. Jules? Ouais, moi je crois, donc c'est pas le plus vieux souvenir que j'ai. Je crois que c'était un de Ouais. mes premiers cours de boxe à l'époque, où ils nous avaient tous alignés à la fin. Et simplement que on avait deux entraîneurs qui étaient pas tes Zach. Si jamais un jour ils tombent sur ça, je les salue énormément. Les deux partaient de chaque côté de la ligne. Et il y en avait un qui te mettait un coup de pied, jambe gauche, un coup de pied, jambe droite dans le ventre, et l'autre qui te faisait genou pareil, jambe gauche, jambe droite. Ok. Je crois que j'ai jamais autant ressenti la faiblesse de mon corps que lorsque j'ai reçu le coup de pied de Zach en plein dans les abdos. Et je me suis dit, non, en fait, là, faut que je sois fort. Faut que j'arrête d'être ma brindille parce que je suis grand et j'étais une vraie brindille à l'époque. Donc, ouais, non, là, je crois que ça avait mis un vrai game changer. Donc Ouais, ouais, donc je pense ça, que c'était ça a ça. vraiment fait un switch chez toi, ouais. Ok. Ouais, ouais, ça m'a marqué. Depuis, bah, j'ai tué la boxe, hein. J'ai adoré ça. J'ai trop aimé ça, quoi. Mika? Bah, moi, c'est un peu dans le même délire que Jules, hein. Mon sport que je kiffe de ouf, c'est le foot US. J'ai commencé quand j'étais au lycée. C'était la mode avec iShield 21, tout ça, là, quand on était petit. On regardait ça à la maison, on se la butait un peu. J'ai un pote au lycée qui me dit, Mika, il y a un club à Agnières.
Je dis, ok, mais c'est quoi, c'est qui et tout? On a regardé sur Internet et tout, bref, on a commencé à kiffer. On s'est inscrit, on commence à jouer et tout. Et il y a des gars beaucoup plus expérimentés, ça fait déjà 5 piges qu'ils jouent, ils ont commencé tout petits. À chaque fois que je vais contre eux, je finis sur les fesses. Ils me mettent des grands tampons, et je mange le sol à chaque fois. Et je suis hargneux, tu vois, j'aime pas perdre, je suis pas ce genre de gars, tu vois. Du coup, à chaque fois, je me relève, je recommence, bim, sur les fesses, bim, sur les fesses. Je suis rentré chez WAM, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, chaque entraînement, tu vas, tu te fais lyncher comme ça. Au bout d'un moment, bah, tu sais, tu prends cette décision de dire, eh, c'est fini. Plus jamais je me fais marcher dessus. Et ça, franchement, je pense que c'est la première expérience marquante au foot US, c'est ne pas se laisser marcher dessus. Et je pense que ça sert même dans la vie, tu vois. Foot Complètement. US, ouais, c'est rempli de leçons, je pense. Ouais, carrément. En fait, ce qui est top, c'est qu'effectivement, vous avez tous les trois un background qui est assez différent. En tout cas, vous avez touché des sports différents. Et j'ai l'impression que vous avez un peu ramené tout ça au local. J'ai l'impression que c'est Ouais, un peu clairement. les athlètes qui vous suivent, c'est ces disciplines-là, tout simplement. Naturellement, moi j'ai commencé à orienter le compte vers quelque chose que je connaissais, soit le coaching un peu général, soit la préparation physique autour des sports de combat et tout et tout. Après dans les vidéos, parce que là petit à petit du coup les deux qui sont avec moi commencent à se mettre aux vidéos aussi, donc on commence à orienter un petit peu dans leur discipline à eux. Donc ça c'est cool aussi. Mais ouais c'est vrai que forcément fondamentalement on a eu cette chose de grandir dans des lieux assez différents Mm. et au final de se rassembler au même endroit parce qu'on s'est tous connus à la fac finalement, on s'est tous connus en fac de sport, à STAPS. Ok. Et ce qui fait qu'au final, ouais, on a tout de suite partagé un petit peu nos idées et cette vision qu'on avait en tout cas de l'entraînement et même de la prépa aussi. Ça a vraiment, vraiment rassemblé plein de passifs et plein d'expériences différentes pour aller dans une même direction. Et même quand on va pas dans la même direction, c'est assez intéressant parce qu'on comprend où va l'autre et on comprend ce qu'il cherche à nous faire comprendre, etc., etc. Et donc, ouais, c'est vraiment un truc intéressant d'avoir au quotidien un échange à trois, en fait. Et pas simplement être seul face à son exploration dans ce monde-là. Ok, ouais, je vois très bien, c'est top. Et du coup, est-ce que chacun d'entre vous a toujours été dans les sports dont vous m'avez parlé, ou est-ce que vous avez eu des passés sportifs un peu variés? Wow, ouais, Franchement, on est mec. variés, hein. Ouais, varié, chez varié, mec. Ouais, raconte-nous, Max. Alors, en vrai de vrai, moi, j'ai touché à beaucoup de sports différents. Foot, basket, natation, badminton, karaté, tous les sports à la fac. Donc, en gros, grosso modo, j'ai une petite expérience beaucoup de chaque sport. Après, moi, de base, je suis combattant, entre guillemets, je fais du karaté. Donc, j'ai fait Mhm. ça pendant 6 7 ans. Et là, actuellement, je fais du MMA, donc je suis plus dans cette branche-là. Sinon, le sport aussi que j'aime beaucoup, beaucoup en ce moment, c'est le volley. C'est aussi par là que j'ai envie de m'orienter aussi au niveau de la prépa physique aussi. J'aime bien les volleyeurs. Ok, je permets de rebondir là-dessus. Pour quelle raison, dis-moi? C'est le sport que j'ai le plus aimé à la fac. Du coup, j'ai fait aussi du coup des stages avec des équipes pro, en l'occurrence le Paris Volley. Je sais pas, les voir s'entraîner, jouer, développer un peu leur qualité physique pendant leur prépa physique, ça m'a vraiment donné envie d'aller dans ce monde-là en fait. Ouais, c'est la grosse explosivité, c'est de la Ouais. performance. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, et puis intéressant. ça match aussi avec ton passé basket et tout, ouais, donc c'est lourd. Ouais, Jules? C'est ça. Ouais, non, moi je sais que j'ai aussi été beaucoup varié. Je pense que je suis le seul ici qui a commencé ma pratique sportive par la danse, parce que j'ai Yes. fait un peu moins d'une dizaine d'années de break. Puis après, ouais, c'est là où c'est parti en vrille, hein. C'est que après il y a eu l'escalade, les sports co. Non, quoique sport co, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais ouais, non, je crois que j'ai fait passion danse, escalade, boxe. Et ça qu'en ce moment, là, je crois que j'ai un petit kiff pour le volley aussi, de fou. Mhm. J'ai trop envie de me mettre au volley. Je suis pas Ok. du tout quelqu'un des sports collectifs de base. J'en ai fait étant petit ou même entre amis et tout à l'extérieur. Mais en termes de club, je suis pas du tout sport collectif. C'est horrible hein, ce que je vais dire et normalement, c'est pas ce qu'il faut penser, mais je n'aime pas que le résultat de quelque chose ne dépende pas que de moi. C'est ça qui est malheureux, hein, c'est que j'ai pas du tout l'esprit collectif en sport en tout cas. Si je perds, c'est moi qui perds. C'est pas tout le monde. C'est moi qui ai fait de la merde. Dans le local, C'est t'es super super team. paradoxal. C'est ça le Dans pire, le local, t'es super du team. coup c'est super paradoxal, mais c'est intéressant aussi, tu vois. Et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien travailler sur ça, essayer de tenter du coup de retrouver un lien avec un sport co. Et je sais que le volley, bah là c'est ce que j'ai kiffé, j'ai repris un petit peu avec des amis, je suis parti faire du beach volley aussi en été et tout, et ça m'a fait trop 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 kiffer. Donc je pense que je vais repartir sur du volley l'année prochaine. Ok, Un peu de tout quoi. je suis d'accord avec Mika parce qu'effectivement, tu travailles pas seul, vous êtes trois, et donc c'est complètement paradoxal et en même temps, ça peut se comprendre parce que c'est deux choses différentes. Là où j'aimerais rebondir, c'est que je comprends un peu ta position où tu veux pas que ça dépende des autres, mais en fait, c'est aussi une forme de responsabilité de ta part de se Bien dire, sûr, bah, même si je perds, c'est moi qui perds et je bien pourrais pas sûr. me cacher derrière autrui. Chose que moi, je viens essentiellement des sports collectifs. J'ai un gros background dans le football. Je pense que c'est un peu le talon d'Achille dans le football où bah, clairement, il y en a qui peuvent se cacher. Il y en a qui prennent leurs responsabilités, bien évidemment, mais il faut faire un peu attention à tout ça. Il y a les caméras maintenant dans le foot.
Ouais, Exactement. Bah, non, mais c'est vrai que quand j'étais à l'OL, je discutais avec un coach qui me disait en fait le problème c'est que aujourd'hui le football c'est le plus individualiste des sports collectifs et il y a qu'à voir en fait comme tu disais les caméras. C'est-à-dire que pour les analyses vidéo en général en fait ils ont des caméras qui ne sont pas les caméras, enfin ils ont pas les images que nous voyons parce que c'est très rare en fait d'avoir une image avec tous les acteurs de la rencontre. Et finalement, c'est ce qui est utile pour l'analyse vidéo. Et c'est il y ouf a quand même. tellement d'images en fait focus sur les joueurs que ça en est compliqué pour eux. Et ça démontre en fait cette démarche-là, je pense, un peu sociétale. Et toi, Mika, un peu ton parcours dans le sport? Moi, dans le sport, jusqu'à mes 16 ans, j'en ai fait zéro, à part ce qu'il y avait à l'école. J'étais le petit gros et tout de l'école. J'ai Ouais, jamais été vraiment à fond dans le sport et tout. Et petit à petit, je me suis intéressé. J'ai voulu maigrir et tout. Donc, j'ai commencé avec une grosse sèche en muscu, tout ça. J'ai perdu 20 kilos en 4 mois. Et après ok, seulement, j'ai commencé le foot. J'ai fait ok, 2 saisons. On a fini champion de France avec les Molosses d'Asnières en U19. On a marqué l'histoire de notre club. Ensuite, j'ai stoppé pour les études pour la kiné. Je sais pas si tu sais, mais en STAPS, on n'a pas le droit de se blesser quand on veut concourir pour la kiné. ok. Du coup, bah, j'ai préféré pas prendre de risques, donc je me suis mis full études. Et ensuite, bah, en 2019, en 4-3, j'ai voulu reprendre le foot, pareil au Molos, mais il y a eu Covid. Et du coup, après, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, OK, bon, bah, je passe de l'autre côté. Je suis passé du côté prépa à coach. Si je comprends Et bien, en puis fait, tu as tu commencé t'entraînes par normalement. STAPS avant de bifurquer sur la kiné, c'est ça? Ouais, en fait, pour entrer en kiné, tu as 3 voies en ce Mm, moment. C'est mm, bio, STAPS et médecine. Médecine, pour moi, c'était mort. Enfin, c'est pas mon délire d'écraser les gens pour pouvoir monter au-dessus et tout. C'est vraiment pas mon délire. ouais. Je me suis dit, STAPS, c'est cool, tu vas faire du sport, tu vas pouvoir kiffer, tu vas pouvoir prendre le temps d'étudier correctement et tout. C'est ce que j'ai fait, ça a marché. Et après, bah, 4 ans de kiné, hein, avant d'avoir le Ok. diplôme. Est-ce que vous avez déjà été blessé au cours d'une activité sportive? Moi, je me suis Ok. fait les ischios. Ouais, Et le pire, c'est que je les ai même pas fait au foot. C'est que je les ai fait en sprintant. ouais, En fait, depuis quelques temps, bah, je suis plus en mode muscu et j'ai envie de devenir plus rapide sur mon sprint. Et yes, du c'est coup, fort. bah, j'ai mal géré mes contraintes et les 2 ischios, ils ont lâché, hein. Ok. Sauf que c'était pas au même moment. Et je crois que le droit, c'était plus balèze que le gauche. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. On a remis en charge progressivement, assez rapidement. La kiné basique, quoi. Au début, tu remets en charge tranquillement et tout. Et puis, ça revient tout doucement. Et puis, on recommence à mettre des vitesses petit à petit. Et là, Ok, ça va yes. bien. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt Ok. cool. Et voilà, hein, ça paye. Ouais, mais c'est top en plus Hmm. de te dire ça parce que bah, tu as 25 ans. Pour certains, C'est on ça. pourrait dire c'est trop vieux pour progresser. Et en fait, bah non, il y a toujours des gains à Non, faire. jamais de la Donc, vie. Ça, c'est des ouais. gens, ils sont limités dans leur tête. Mm, mm. Non, quand je vois des vidéos de Baki où tu as des mecs de 70 piges qui soulèvent des grosses charges, je peux pas Ouais, je dire l'ai vu que tu peux aussi. pas Elle est évoluer à incroyable 25 celle-là. ans. Si tu n'évolues pas aujourd'hui, tu n'évolueras jamais. Et toi, Jules? Ouais, niveau blessure, c'est vrai que j'ai jamais eu de choses graves. Par contre, je me suis tapé là les petits pets. Ça veut dire D'ailleurs, je les ai oubliés dans ma liste de sport, mais c'est vrai que je crois en skate, je m'étais fait une double luxation de la rotule, enfin des rotuliennes. Et je m'étais aussi fait un genou sur en tricks, donc c'est un morceau acrobatique, où j'étais atterri jambe tendue sur un salto, et sauf que du coup, bah, le genou, il a dit bonjour vers l'arrière, quoi. Mm, mm, mm. Donc c'est que ça m'a rendu des genoux fragiles pendant un temps, avant que je comprenne qu'il fallait que je continue fort. Et vous avez continué un peu à adapter votre entraînement? J'avoue que moi, au départ, pas du tout. Tout ce qui était blessure, là déjà, je te parle de blessures de quand j'étais plus jeune et tout. Donc forcément, c'était les premières séances de kiné que je pouvais voir et tout. Donc Ouais. c'était pas vraiment top. Je me souviens qu'elle ouais, elle m'avait juste posé, je crois, des électrodes pendant 3 séances et elle partait, elle revenait. Donc moi, ça m'amusait, tu vois. J'étais jeune, je voyais mes jambes bouger tout seul, je trouvais ça trop cool, tu vois. Mais c'était pas le plus effectif non plus. Par contre, aujourd'hui, ouais, c'est vrai que par contre, et notamment avec Mika en ce moment, parce qu'il me gère un peu au niveau des restes de blessures que j'ai du passé. Et là, par contre, ouais, c'est vraiment, on est actif dessus. C'est vraiment, vraiment actif dessus. En tous les cas, je pense que Mika t'en parlera mieux que nous deux, hein. Je Ouais, peux dire à tout carrément. le monde que je suis un bon kiné, t'inquiète. C'est le cas. C'est le meilleur, c'est le Excellent. meilleur même. On Excellent n'en doute kiné. pas, Mika. Donc, ouais, et toi, comment t'as géré un peu ta blessure aux ischio? Bah, concrètement, les premiers jours, pour la droite en tout cas, j'ai essayé de marcher parce Mhm. que j'arrivais vraiment pas à marcher, je boitais et tout. Ça a duré une semaine. J'ai trouvé ça long, vraiment long. À côté de ça, j'essayais de faire beaucoup, beaucoup d'iso, pompe fessier. J'essayais de voir si je pouvais faire un RDL à 2 pieds, à un pied. Ça, c'était compliqué au début. Après, j'ai laissé venir, tu vois, j'ai écouté les symptômes. Je me disais, je me suis fixé la limite qu'on se fixe tous, la 4 sur 10 de douleur. C'est un truc un peu empirique, mais ça va être plutôt bien comme outil, je trouve. J'essaie de bosser le reste surtout, de pas négliger le haut du corps, ne pas négliger les quadris, etc. Parce que squat, tout ça, j'y arrivais plutôt bien. Donc tout ce que j'arrivais à faire, je le faisais.
Et quand il Mm. s'agissait de charger les ischios, ben ouais, grosse période avec de l'ISO et petit à petit de plus en plus dynamique, de plus en plus de charge, de plus en plus de vitesse. Mm. Après, Ouais, comme je t'ai dit, aujourd'hui, ça va bien et je sprint. Bah, c'est lourd. C'est que, bah, c'est c'est que clairement ça, tu as hein. sûrement fait les bonnes choses, donc c'est top. Et C'est surtout, ça. en fait, effectivement, tu parles de choses que bah, tu connais, donc que t'as pratiqué en fait sur toi ce que tu prêches avec tes Clairement. patients, tes clients. Donc, je comprends complètement ce dont tu parles, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait des choses que tu savais que tu pouvais faire en fait. Exactement. Franchement, j'aurais pas eu les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je pense que ça aurait été compliqué de prendre en charge mes ischios. Bah, j'aurais sûrement été comme Jules, voir un kiné. Sûrement que j'aurais eu des électrodes. Sûrement que j'aurais eu des massages. C'est toi et ta chance, je pense, sur qui tu tombes, ce que la personne sait, etc. Donc voilà, hein. En vrai, Ouais, ouais, ouais. Mais d'une certaine manière, tu vois, c'est un peu la mission aussi du podcast, c'est de montrer effectivement qu'il y a des pratiques qui sont un peu bizarres, qui sont pas justifiées, et c'est un peu d'ouvrir les consciences des athlètes. Et justement, bah, en écoutant bah, tous les intervenants, vous dire des choses qui peuvent être différentes de ce que certains athlètes peuvent entendre ou voir, comme par exemple des électrodes. Tu vois, ouais, le clairement. jeune Jules qui voyait les électrodes et qui se marrait à voir ça, bah en fait, peut-être que si vous écoute, il se dira, ah ouais, mais peut-être il y a quelque chose de différent à faire. Effectivement, C'est c'est ça. peut-être pas totalement Clairement. cohérent. Et puis, si ce jeune-là, eh ben, il se trouve sur Paname, ben, il pourra vous contacter et c'est ça qui est bon. Du coup, comme on en a parlé, vous êtes vraiment proche des sports de combat, du foot US. Quelles sont les pathologies que vous retrouvez le plus chez vos athlètes? Au niveau des sports de combat, moi, ça va être principalement les épaules, hein, où je vais retrouver à chaque fois le plus de petits messages en disant j'ai une douleur là, j'ai une douleur là. Ça va être très souvent les épaules. Ok. Et toi, Mika? Foot US, bah, beaucoup ischio, beaucoup d'entorses de cheville, de genoux, parfois même des comos, hein. Les comos, ça arrive souvent, surtout en Ouais. France. Les targeting, des grands tête contre tête comme des béliers. Et ça pardonne pas, hein. Clairement, ouais, c'est ça la majorité des grosses blessures au foot US qu'on voit bah, au cabinet et même au local, hein. Ouais, ouais. Finalement, c'est des choses qu'on peut retrouver dans des sports comme le rugby, comme le football. C'est ça, exactement. Et c'est important que tu parles justement des commotions cérébrales parce que nous, on sait l'importance enfin, l'impact que ça peut Les risques avoir que ça peut avoir après, ouais. exactement. Tu es sur le terrain en fait avec eux, avec les molosses ou pas particulièrement? Non, je suis pas sur le terrain. En fait, nous, on est à distance. Ils ont un kiné référent avec D'accord? un infirmier urgentiste sur place. D'ailleurs, ils essaient d'avoir un médecin. Du coup, s'il y a quelqu'un qui est chaud, qui entend ça, si vous avez un médecin qui est dispo pour les molosses, ça serait super cool. Parce qu'en gros, s'ils n'ont pas de médecin, ils sont obligés de déclarer forfait au match. Et ça, c'est pas cool. Mais du coup, ouais, ils ont un infirmier urgentiste, un kiné, un ostéopathe aussi qui est là. Moi, c'est plus la partie après. Il a ce qu'il a pendant le match. Et après, pendant le suivi, bah, conseil, écoute de ce que le médecin qui va le prendre en charge va dire, peut-être prise en charge au cabinet en fonction des différentes pathos. Donc moi, je suis plus dans l'aspect suivi. Non, mais c'est important, ton message pour le médecin, il est passé clairement. Effectivement, dans ces sports-là où les impacts peuvent être vraiment violents, la prise de conscience, en fait, elle est vraiment réelle. Ouais, Mais tu clairement. vois, je trouve que dans des sports comme le football, où l'impact, en fait, il peut paraître moins important, ou en tout cas, globalement moins important, en Mm. fait, on se soucie moins de ces problématiques-là, ou en tout cas, dans le monde amateur. Et c'est important que tu parles des commotions parce que c'est un vrai sujet. Et même dans le monde amateur, je pense qu'il y a une problématique aussi avec les jeunes qui sont par Clairement. définition dans le monde amateur, qui n'ont pas accès à toute cette armada dont tu as parlé, de médecins, kinés, infirmiers, etc., qui peuvent derrière avoir des problématiques, effectivement. Ouais. Pour te dire vrai, on a un exemple ce week-end bah, qu'on a vu au match des U20 des Molosses. Il Yes. y a un petit du 78 qui est venu pleine balle de 20 yards sur un de nos gars et il lui a démonté le crâne, clairement. Ouais, bah, Du tu coup, le m'étonnes. gars, il est resté 10 secondes au sol. Après ça, il a vu des étoiles, tout ça. On l'a réveillé. Il est sorti du terrain. Après, quand il a repris conscience, ça allait beaucoup mieux. Il n'a pas eu de signes particuliers ou de symptômes particuliers, mais il a été sacrément secoué sur le coup, tu vois. Il était KO, quoi. Donc, ça arrive tous les jours et n'importe quand, en fait. Surtout ben, dans ce sport, je trouve que tu étais très exposé à ça, clairement. Ouais, ouais, et puis j'aimerais mettre en alerte le fait que bah, parfois, en fait, c'est chaos technique, Ouais, potentiellement bah, avec tous les effets qu'il va y avoir derrière, de vertige, de vomissement, etc. Donc là, c'est clair et net. Mais parfois, c'est ça. enfin, c'est plus vicieux. C'est Euh, je- c'est des petits signes qui ne se voient pas forcément. Ouais, Et là, c'est très relou. Et ouais. parfois, il y a même l'aspect non, mais il faut que je joue de la part de l'athlète. Et du coup, il fait pas forcément attention. Il continue, il s'entraîne, il se prend encore des chocs. Enfin, c'est des trucs auxquels le fait de sensibiliser, je pense, c'est important même par rapport à l'athlète
et lui-même par rapport au fait de prendre conscience que sa santé, pour pouvoir jouer son sport, elle est importante. Parce qu'encore ici, quand on est un amateur, on se dit, bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment d'argent dedans, etc. Mais de plus en plus, avec l'arrivée de l'ELF en France, l'équipe de Paris qui est en train de se monter, les petits, ils ont de plus en plus d'objectifs qui sont de plus en plus grands. Moi, quand je jouais, tu étais en équipe de France, c'était incroyable. Aujourd'hui, tu es en équipe de France, bah, clairement, ça change rien à ta vie. Par contre, tu es dans une équipe de LF, bah, là, tu peux peut-être te dire, OK, peut-être que je vais aller au Canada, peut-être que je vais aller aux États-Unis. Les petits ils ont de plus en plus de grands objectifs. Forcément, des fois, certaines blessures, elles sont passées sous silence. Et ils se rendent pas compte que ben, peut-être juste le dire et bien traiter depuis le début, ça peut être plus bénéfique pour eux que de taire la blessure et de se dire, OK, je vais continuer à m'entraîner et on verra ce qui se passe. Jules, tu voulais dire Ah quelque non, ouais, chose? largement. Il y a eu un petit aspect un peu prévention et tout là-dessus par rapport au choc et tout. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu au rugby il y a quelques années là, où on a vu Mm. qu'il y a eu toute la règle du plaquage et tout en vigueur qui avait été un petit peu changée et tout. Je sais que nous, on a eu un cas un peu marquant pour certaines personnes de notre université parce qu'il y a un jeune qui a été décédé à la suite d'un énorme plaquage dans un match universitaire de rugby, un plaquage vraiment violent et tout. Donc à partir de là, ça a un petit peu réveillé les gens. Et moi, c'est ça qui m'attriste, c'est le fait qu'il faut attendre qu'il y ait un problème tel, qu'il faut attendre qu'il y ait un mort ou quelque chose comme ça pour pouvoir changer les règles, alors qu'on le sait depuis le départ qu'elles sont dangereuses et trop violentes. Donc ouais, simplement, tu vois, là, le fait que du coup, même sur la commotion, enfin sur la presque commotion qu'avait eu du coup le joueur des Molos, je sais même pas si la faute avait été sifflée, je suis même pas sûr. Non, même pas. Tu vois, ouais, tu vois, donc en fait, enfin, je trouve ça fou que du coup, ouais, des arbitres, ou tout ça, que dans les règles, ça n'a pas mis en avant cette protection du joueur, tu vois. Et ça, c'est un petit peu le défaut qu'on peut retrouver dans le sport spectacle, hein, tu vois. C'est cet aspect où, comme on aime la perf, on aime les choses intéressantes, l'être humain, il est sadique, tu vois. Et donc, en fait, presque on laisse passer ça parce qu'on sait que ça va plaire, tu vois. Mais non, des matchs, t'en as plusieurs, des vies, t'en as qu'une seule, donc viens, on la conserve, tu Ouais. En tout cas, c'était pas le message le plus sexy, mais je pense que c'était. vois. Non, mais c'était super Il est important important. Ouais, c'était hyper important que tu en parles, Mika. Si ça peut ne serait-ce que rentrer dans les oreilles que de une ou deux personnes, Ouais, c'est ça. ça Une ou peut deux personnes, peut-être déjà, c'est bien. permettre de. Bah, comme tu disais, hein, faut pas avoir peur des mots, hein, Jules. Ça peut permettre de sauver des vies. Donc vraiment, vraiment un message important. Merci, Mika. J'aimerais revenir sur votre réel Insta sur la douleur. Je l'ai trouvé super juste, très pertinent. Pouvez-vous nous expliquer le phénomène douloureux, tout simplement? Là, mon gars, je vais t'envoyer mon meilleur Pokémon, hein, je vais t'envoyer Michael, hein. En fait, C'est le truc, parti. c'est que la douleur, c'est une notion qui est définie de plein de manières différentes. Mais en gros, celle qu'on utilise la plus souvent, c'est celle de l'IASP. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. En gros, ça veut dire que ben, tu peux ressentir du mal, que tu aies une blessure ou pas. Tu peux ressentir du mal à cause de tes émotions, des sens que tu as. Ouais, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a une différence entre la douleur et la lésion tissulaire. Parce qu'elle n'est pas forcément liée finalement, quoi. Après, il y a les types de douleurs. Ouais. La nociception, elle peut mener à de la douleur. Et là, dans ce cas-là, ça serait plutôt des choses qui seraient tissulaires. Effectivement, ça peut être associé ou non, comme tu l'as très bien mentionné. Et finalement, bah, tu parlais d'émotions, effectivement, ça peut être associé, comme tu disais, à des croyances, à une expérience. Et tout ça va résulter via le cerveau, en fait, tout simplement. C'est ça, il y a beaucoup de médiateurs différents qui peuvent jouer sur la douleur. Et je sais pas si toi, tu as fait des formations là-dessus. S'il y Particulièrement, a ouais. des gens qui sont intéressés par la douleur, je conseille vivement la formation de Anthony Alimi. Ça Ouais, s'appelle Gérer la douleur. C'est un monsieur qui est extrêmement chaud en douleur dans le sens où il lit beaucoup, il a une connaissance vraiment incroyable dans plein de domaines en kiné, hein. Mais en douleur, il est vraiment, vraiment bon. En fait, dans sa formation, il te montre tous ces différents médiateurs. Il t'explique comment est-ce que lui il les évalue et il te ok, suggère de réfléchir pendant la formation à comment est-ce que toi tu pourrais les évaluer. Et en ok. gros, il t'amène à te poser des questions que tu pourrais utiliser toi en bilan, etc. Et c'est vraiment super intéressant, je trouve. Après, il y a toute la partie, bien sûr, physiologie sur la douleur, comment ça marche, etc. Donc, c'est vraiment plutôt cool. Hmm, Franchement, formation là, celle-ci, c'est un game changer pour moi. ok. Bon, bah, j'espère que nos confrères prépa, kiné, ils noteront tout ça. Parfait. Les gars, il y a beaucoup de bullshit autour de la mobilité. Il y a une dissonance entre mobilité, souplesse. Il y a beaucoup de micmac, etc. J'aimerais tout simplement que vous me rétablissiez la vérité. Alors, la vérité, c'est un grand mot, hein. Détenir la vérité, c'est ça, hein. C'est un statut quand même puissant. Mais en tout cas, notre avis, en tout cas là-dessus, et celui qu'on partage quand même, je pense, actuellement, et avec d'autres gens de notre entourage aussi, bah ça, je crois que ça a été
un des premiers réels, je crois qu'on avait fait sur Insta quand on était arrivé. Mais tout simplement, non, le facteur de mobilité et souplesse, c'est vrai qu'on confond souvent les deux, hein. Souvent, on dit, ouais, j'aimerais trop avoir cette mobilité-là quand tu vois que c'est un mouvement passif, quand j'aimerais trop avoir cette souplesse-là, quand tu vois que le mec te fait un squat clean. Et c'est vrai que c'est assez particulier de voir ça, mais non, pour la faire très simple, hein, la mobilité, c'est du mouvement actif. La souplesse, c'est du mouvement passif. La mobilité, c'est à la fois de la force, à la fois de la souplesse. Donc, tu utilises ta souplesse pour la mobilité. Et en plus de ça, tu vas y mettre du contrôle, donc du contrôle moteur. Donc, forcément, tu as un aspect où la mobilité va être donc contrôlée et la souplesse va logiquement ne pas être contrôlée. Le but aussi, c'est de ne pas choisir l'un pour l'autre ou l'un de l'autre. C'est moi de travailler ensemble. Parce que en fait, le but que tu vas avoir, je sais pas si tu avais déjà vu un petit peu ces schémas-là, mais c'est le fait de réduire vraiment cet écart entre mobilité et souplesse. C'est-à-dire que si jamais tu as une capacité d'amplitude en souplesse qui est énorme et une capacité ridicule en mobilité, bah, ton but va être de venir réduire l'écart, donc de gagner en force sur toute ton amplitude. Et du coup, à l'inverse, si jamais tu vois que tu es très peu mobile, très peu souple, peut-être que déjà gagner en souplesse peut être intéressant pour pouvoir obtenir ensuite l'amplitude utile pour pouvoir travailler du coup en force dedans et donc passer en mobilité. Mais ouais, concrètement, ça va être ça, hein. Mobilité, mouvement actif, force, souplesse, contrôle moteur, souplesse, mouvement passif. Donc ça va être quelqu'un qui vous étire, toi qui juste te mets en position d'étirement sans mettre aucune force dedans, c'est juste subir, on va dire, entre guillemets, un étirement, quoi. Mhm. Salut le squad. Petit retour et légère précision sur ce qui vient d'être dit, donc la vulgarisation quant au rapport mobilité-souplesse. L'étirement passif, comme on l'entend, est un petit peu erroné. Ok, on a voulu vulgariser, forcément, on avait quelques secondes pour expliquer un concept aussi gros. Je vous invite à vous renseigner vraiment autant sur l'étirement que sur la mobilité. Donc le passif n'est pas le passif qu'il faut qu'on entende. Ok, ce n'est pas du tout de tout repos de faire de l'étirement. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué. Je vous laisse continuer le podcast. En fait, tu vois, avec tout ce que tu viens de dire, qui était carré, c'est clair, net, précis, et je pense que j'espère que tout le monde a très bien compris ce que tu as raconté. Je me rends compte en fait qu'il y a aussi même une confusion entre mobilité et mobilisation, où en fait, sur les réseaux sociaux, clairement, tu vas avoir mobilité routine, etc. Et au final, ce qu'on te montre, c'est clairement que de la mobilisation. Donc, c'est pas pour dire que la mobilisation, c'est mauvais. En soi, ça peut avoir sa place dans une part d'activation Bien sûr. avant un entraînement, tout simplement. Faut pas confondre les deux parce C'est deux qu'effectivement, avec. notions différentes. Ouais, complètement. Ne serait-ce que par cette notion, comme tu disais, de force, de contrôle moteur, sur de la mobilisation, c'est moins le cas quand même. Non, bien sûr. Et puis Ouais. après, en fait, t'as aussi ce problème, bah, tu vois, tu parles des réseaux, mais c'est un peu cet aspect où tout va très vite. C'est-à-dire que je sais que moi, je prends l'exemple des cars. Les cars, c'est quelque chose dont j'ai commencé à en entendre parler il y a quelques années, je ne saurais même plus te le dire quand, mais bon, il y a quelques années déjà. Et je crois que c'était Phil Darrow que j'avais vu en premier faire ça et tout. Je me souviens du coup m'être intéressé à ça, voir dessus, commencer à le mettre en place parce que du coup, je bossais un peu avec des athlètes, avec des boxeurs et tout. Et dans ma tête, j'étais persuadé de faire de la mobilité. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'étais en mode putain, là, je développe ma mobilité, là, je suis en train de faire des cars de hanches, c'est une folie, personne fait ça ici, nanana. C'est bien, hein, je dis pas que c'est bien, mais du coup, c'est là où, du coup, ouais, tu vois la différence entre, du coup, la mobilisation, donc être capable de maintenir ta mobilité, être capable de faire soit de la routine, soit de la routine de tous les jours, soit de l'échauffement. Après, tu peux aller jusqu'au travail, ça, c'est réel, tu vois, mais il faut mettre une certaine intensité quand même. Mais donc, ouais, non, franchement, la plupart des vidéos que je vois sur les réseaux, et ça va être 3 exos de mobilité et que tu vois que les mecs, ils font ils font juste des poignées chevilles comme tu faisais au lycée, bah, au final, ouais, non. En fait, c'est que on a ce truc-là de dès que tu apprends un truc, tu n'explores pas le sujet à fond avant de le partager. Et par contre, Mm. tu veux le dire tout de suite à tout le monde, ce que Mm. tu viens d'apprendre. Et ça, par contre, c'est ça que moi qui me pose un peu problème, tu vois. Venez, on étudie en profondeur avant de partager quelque chose qui peut s'avérer faux. Et ça, c'est triste, tu vois. Effectivement, il y a une différence, comme tu disais, avec les points, les pieds. Comment tu as dit, les points chevilles? Les poignées chevilles, ouais. Ouais, ouais, voilà, Les c'est ça. classiques. Où en fait, il n'y a pas d'intention dans le mouvement. Il y a une grosse différence finalement avec, comme tu disais, les CARS, donc les rotations articulaires contrôlées en français. Concrètement, pour toi, enfin pour vous, les rotations articulaires contrôlées, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et finalement, quand les faire? Qu'est-ce que c'est? Enfin, si tu prends à peu près la définition qui en avait été faite, hein, qui était que c'était des mouvements actifs où tu intègres du coup de une rotation pardon, dans les limites de la capacité de tes articulations. Ça veut être simplement faire des mouvements actifs, donc pas de passif, mais du actif où tu vas exprimer de la force, plus ou moins, selon le travail que tu veux faire, et où tu intègres de la rotation. C'est-à-dire que tu intègres de la rotation de tes articulations. C'est ça la définition classique. Après, à quoi ça sert? Tu as un panel varié.
on va dire en fait d'utilité. Généralement, le premier mot qu'on entend le plus souvent, ça va être l'exploration. Ça te permet d'explorer l'amplitude d'une articulation. Mais après, du coup, là, tu viens de le dire toi-même, par rapport à l'intention, l'intensité, forcément, ça aura différents rôles. C'est vrai que si tu mets une très faible intensité, ça va être surtout un rôle de maintien. Moi, c'est un petit peu ce que je peux faire tous les jours, entre guillemets. Tu vois, ça va être ta petite routine, que tu te fais tes petits cars tous les jours avec sans grande intensité réellement, même si c'est subjectif, hein, mais sans grande intensité réellement. Tu peux avoir du coup ouais, un rôle de warm-up. Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi avec nos athlètes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque séance ils ont leur routine warm-up, cars qui est prête et envoyée et ils doivent la faire. Même si c'est du upper body, tu vas quand même faire le bas du corps aussi en cars, pas de chichi là-dessus. Et après, tu peux carrément utiliser tes cars avec un rôle d'entraînement hein, et de renforcement, tu vois, le fait de te lester, de mettre de l'intention à 100% et de recruter des tissus et du coup des mécanorécepteurs que tu n'utilises plus en fait en temps normal parce que dans la vie de tous les jours en fait tu n'utilises pas cette amplitude-là, ce mouvement-là, cette direction-là. Donc bah en fait ouais c'est un moyen de venir utiliser, recruter tes mécanorécepteurs que tu mets de côté en fait de par ta vie de tous les jours. C'est Tom Tilly qui avait dit ça, qui avait dit le cars c'est un brossage de dents. C'est réel. Brossez-vous les dents autant que vous faites les cars. Faites-le en même C'est temps, trop même. important. Mais faites-le en même temps. Clairement, clairement, tu vois. Et Yes. par rapport au warm-up, grand big up à K-Swiss, avec ses primings là. À Ouais. chaque Ouais. fois, là, je me la bute avant mes entraînements et il avait raison. Ça PR juste après les primings. Ah. C'est réel. J'avoue que c'est réel. Chaque séance, c'est un nouveau paire. Chaque séance, c'est des PR. Oh Tu là peux nous là. dire les tractions, Mika, c'est combien en ce moment-là? Non, traction, j'avoue, ça bloque. Mais au bench, on est bon, on est bon, on est bon. On est passé de 110 à 135 quand même. Elle est belle. Top, Ah, il est fort, top, il est top. fort. Que des punchlines là, Mika. Que des punchlines. Ah, Ouais. Ok, C'est ouais, notre bah élément ouais. En tranchant. tout cas, comme tu dis, gros big up à K-Swiss, gros big up aussi à Tom Tellier, hein, qu'on connaît bien et qui partage du bon contenu. J'aimerais qu'on parle d'un de vos, enfin, tout simplement de vos projets, notamment un qui m'a bien interpellé ces derniers temps, celui avec les molosses. Quel est l'objectif de cette association et comment elle a été mise en place? C'est grâce à Mika qui a joué du coup dans cette équipe-là. Donc c'est grâce à lui qu'on a eu tout ce qui est contact, etc. Objectif, c'est d'avoir un pied dans la prépa physique au foot US parce que par rapport à d'autres sports, c'est quand même un sport où tu développes des qualités athlétiques monstrueuses que tu ne retrouves pas dans tous les sports. Donc ça, c'est super méga intéressant. Si possible, là, on est à un niveau français, mais si on peut aller à un niveau européen, canadien ou américain, c'est un truc de fou. C'est un bon background, c'est une bonne pub pour aussi futurs sports, les futurs athlètes qu'on pourrait avoir. Bah, concrètement, ouais, l'objectif de l'association. Alors, je crois que comment elle était mise en place, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Mika qui avait repris en charge quelques athlètes de là-bas. Donc, forcément, après, la connexion, elle s'est faite plus ou moins très naturellement, même en fait. Même pas plus ou moins, mais très naturellement. Et ce qui est beau, c'est que les jeunes, ils sont à fond. C'est que là, on Ah reçoit ouais. des messages où les mecs, ils sont trop contents d'avoir la prépa physique, même si c'est général, tu vois. Pour l'instant, en fait, l'objectif maintenant, c'est qu'on a un rôle de prépa physique général pour eux. C'est-à-dire qu'on envoie des planifs sous 4 catégories. Donc, ça va être les U20 linemen, U20 skills, et pareil pour les seniors. Donc les mecs dans la ligne et les mecs plutôt agiles, skills et tout. Donc ça, on a séparé ça en quatre. Et ça, pour le coup, ils sont vraiment chauds et c'est super intéressant. Tu parlais des US, Canada. C'est quoi un peu l'idée derrière tout ça? Enfin, après, c'est Mika le grand connaisseur, mais vu qu'en France, c'est beaucoup moins développé, même en Europe, même si ça Mhm. commence avec le LF, etc., tu as moins d'argent, tu as moins d'athlètes connus, etc., dans ce milieu-là. Donc, en CFL et en NFL, c'est les plus pratiqués, les Ouais, plus en vogue, complètement. etc., tu vois. Bah, du coup, c'est une passerelle pour monter vers cette hiérarchie-là, vers ce niveau-là, Ah, ce qui serait est beau. le meilleur niveau au foot US. on a une vision où en fait on se dit on se ferme pas de porte Ouais. et la première des portes qu'on a ouvertes c'est les molosses. On se dit que ça peut nous mener plus loin. La preuve là, on a un athlète ELF qui nous a contacté avec qui Ok. on va commencer à bosser là. On se dit que petit à petit, en faisant nos preuves dans le monde de la prépa physique du foot US, bah pourquoi pas monter. Et puis, comme il a dit, pourquoi pas la NFL, ça serait top. On essaie de voir grand, tu vois. On essaie de Ouais. voir le plus loin possible. Donc si un jour on se fait contacter par la NFL, bah on est grave refait, tu vois. Parce que là, actuellement, en fait, votre rôle avec les molosses, c'est plutôt un rôle de consulting. Mais du coup, est-ce que c'est des choses que vous faites en présentiel? Est-ce que c'est des planifs que vous donnez au coach? Comment ça s'articule?
Bah, bon, en gros, du coup, ça va être plusieurs modes de travail possibles. C'est-à-dire qu'on a un arrangement, on va dire, avec eux. Il y a du coup cet aspect donc prépa physique général, où du coup, chaque joueur, enfin, tous les joueurs, pardon, reçoivent leur même planif selon leur poste, selon leur rôle dans le club. Par contre, derrière, si jamais eux, ils veulent, ils peuvent aussi, du coup, nous avoir en plus personnalisé. C'est-à-dire, du coup, prendre un suivi à distance plus personnalisé, un suivi en présentiel plus personnalisé, etc. Ça, par contre, du coup, c'est plus le club qui est en rapport avec ça, mais c'est les joueurs eux-mêmes. En fait, c'est Mhm. ce qui se décide ou non de prendre ça. Forcément, vu que c'est un partenariat, on leur a fait un tarif un peu réduit. Donc ça, moi, c'est cool. Ça permet ça permet de leur permettre, en fait, de prendre ces décisions-là, de faire ces choses-là et tout. Ça peut être intéressant pour eux. Un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est Ouais, que dis-moi. les joueurs, ils ont accès via des groupes WhatsApp enfin, pour nous poser toutes les questions qu'ils ont besoin de nous poser, pour nous envoyer les vidéos de leurs exécutions et tout. Donc, c'est pas personnalisé, mais en tout cas, Il y a un tout ce qui suivi, est ouais. questions, etc. et tout, on est dispo 24 sur 24 avec eux. Donc, c'est-à-dire que peu importe leur questionnement, peu importe leur difficulté à l'entraînement ou par rapport au programme qu'on leur envoie, ils peuvent nous contacter sans problème pour qu'on puisse répondre et débloquer la situation. Et finalement, vous avez un rôle d'éducation auprès de ces athlètes-là. Exactement. Et ça, pour moi, c'est un game changer vraiment parce que ça rend les athlètes proactifs C'est et ça. surtout, ils emmènent, enfin, les plus curieux d'entre eux, en tout cas, emmènent ces informations-là pour leur carrière. Parce que finalement, ça reste encore des jeunes athlètes qui peuvent continuer encore de nombreuses années. Je vous souhaite qu'ils continuent avec vous, mais bon, forcément, il y a des moments où ça va changer et puis ça sera aussi intéressant d'aller voir ailleurs avec d'autres athlètes. Mais effectivement, bah, au moins, il y a cet aspect où les athlètes, ils vont repartir avec ces informations-là et c'est génial, ouais. Vous faites donc, comme on en a parlé aussi, du suivi à distance. Finalement, Ouais. pour quelles raisons et comment vous accompagnez vos sportifs? Bah, alors, suivi à distance, pour quelle raison? La première, en tout cas la plus fréquente, c'est une question de distance. En fait, simplement que moi, j'ai des gens que je connais de Lyon, parce que du coup, j'ai été en master là-bas. Donc, forcément, les premiers athlètes de haut niveau que j'avais, c'était eux. Donc, pour le coup, j'ai commencé mon suivi à distance avec ça. C'est ce qui permet, en fait, de toujours avoir un suivi intéressant. Moi, c'est pour ça que je l'ai développé à la mort, parce que déjà, je voulais pas les lâcher. Genre, enfin, pour moi, c'est des mecs qui sont trop intéressants, avec qui j'ai envie de bosser. Donc, je sais que pour l'instant, aujourd'hui, je peux pas faire 4 allers-retours dans la semaine à Lyon. Ça Mhm. va être compliqué, tu vois. Mais par contre, pouvoir faire du suivi à distance avec eux, c'est génial. Je sais qu'en plus, moi, je bosse avec une appli maintenant qui s'appelle True Coach. Je pense que la plupart des gens connaissent. C'est le fait de pouvoir mettre directement tous les résultats, etc., les liens vidéo et tout, les retours et tout. Donc, tu as vraiment un suivi encore plus marquant, en fait. Ça rassemble un petit peu tout et tout. Après, du coup, je sais que je fais aussi du suivi à distance sur des gens qui sont avec moi aussi en présentiel. C'est-à-dire que pour des gens qui vont faire de la présentielle, et qui vont faire une séance par semaine, 2 séances par semaine, mais qui veulent aussi que je les suive quand ils sont à la salle tout seuls, Une même si forme c'est un peu les d'hybride, deux, en hein. fait. C'est ça, ouais, clairement. En fait, on s'est vraiment dit, parce qu'en fait, on voit qu'il y a mille et un profils différents, donc autant être capable de répondre à peu près à la grande majorité. Forcément, on peut pas répondre à tout, hein, ça c'est impossible. Mais au moins, si jamais on voit qu'il y a quelqu'un, même en termes d'argent ou quoi, hein, tu vois, Ouais, c'est ça. qui puisse pas faire 4 séances par semaine, mais qu'il a envie, lui, de s'entraîner 4 fois par semaine, il se prend son truc à distance, même s'il est à Paris. Et comme ça, au moins, il a quand même un suivi. Parce que c'est un petit peu ce qu'a dit Mickaël tout à l'heure. Je suis un peu moins d'accord sur le 24-24, je suis plus d'accord sur le 7 jours sur 7. Parce que 24-24, je vais pas te mentir même si je dors pas C'est beaucoup, il y a vrai, des fois c'est où j'ai vrai. envie de dormir. C'est juste pour véhiculer l'idée. Mais tu vois, ouais, donc clairement, moi, je considère que quelqu'un, peu importe si tu viens une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou alors que tu viens tous les jours, tu es en suivi avec moi. Donc clairement, je vais te répondre. Pose-moi des questions, envoie-moi des vidéos, j'analyserai tout, je te répondrai, je t'aiderai. Et c'est un petit peu le leitmotiv qu'on a tous, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un suivi. C'est parce qu'on vous suit, les gars. C'est parce on veut être derrière vous. On va vous Mm. pousser à être meilleur. Et en C'est fait, notre moi, je trouve objectif. que c'est même le meilleur des deux mondes, finalement, de faire cette forme hybride, parce que ça peut avoir plein de raisons. Ça peut être une question géographique, parce que potentiellement, on sait que les distances, notamment à Paris, peuvent être un peu longues, mais possibles. Donc, tu peux avoir un athlète à l'autre bout de Paris qui peut venir une fois par semaine, une fois par mois, mais pas tout le temps. C'est ça. Donc ça, c'est top. Il y a ce suivi-là, en fait, moi, que je trouve vraiment génial depuis que je fais du suivi à distance, c'est que j'ai l'impression d'être encore plus proche de mes athlètes que quand je faisais que du présentiel. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça intéressant. Après, je vais te dire, ça dépend de l'athlète. Ouais. Parce que moi, j'ai des athlètes, il faut que il faut que j'aille les chercher par le callback pour qu'ils me donnent des informations. Et j'en ai Ouais. d'autres où, au contraire, ouais, je suis d'accord, c'est vrai que ça parle énormément, ça discute énormément, ça échange beaucoup. Je sais pas pour vous, les gars, mais c'est vrai que moi, j'avoue que je sais que je préfère 1000 fois le terrain. Genre, enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise de Ouais. parler à l'oral, je me sens beaucoup plus à l'aise d'être sur le terrain, d'avoir un vrai échange humain, en fait, entre personnes. J'accorde beaucoup d'importance à ça, à la discussion et l'échange humain. Et c'est vrai que je suis un peu parfois bloqué par le système informatique qui me fait que bah, je suis derrière mon écran tout seul dans mon truc et
et je tapote sur un clavier, et ça me rend un peu moins bien, mais honnêtement, je le fais, et je sais que par contre, quand ça se passe bien, et que j'ai des bons retours, et que j'ai des bons trucs, et tout, ça, par contre, j'adore, tu vois, ça, on va pas se mentir, hein, c'est un vrai kiff. Mais Ouais. par contre, ouais, je pense que je préfère quand même le présentiel. Je sais pas si... Ouais, c'est Toi, c'est sûr, comment, mec. Max? Ah, le pire truc, je crois que c'était. Peut-être tu avais la possibilité de faire des cours en Zoom. Alors, ça, pour moi, c'est le pire truc. C'est tu es à moitié en physique parce que tu vois la personne, mais en fait, tu n'es pas en physique, tu vois. Il y a un écran et c'est moins agréable que le distanciel et moins agréable que le présentiel, tu vois. Pour moi, c'est le pire truc. Et moi, je suis quand même comme Jules, hein. Franchement, moi, le contact humain, c'est grave important. C'est beaucoup plus facile de corriger la personne sur ses mouvements si tu es vraiment sur place avec elle. Tu peux Yes. toucher, voilà, tu sens ça, etc. Tu arrives à t'auto-évaluer en plus. Enfin bref, c'est que du bénéf. Ah, Ouais. perso, moi, en prépa physique, c'est plus distance pour le coup. Bah, Ok. après, moi, j'ai le côté présentiel en kiné, mais ouais, côté prépa, j'ai pas de clients lambda, on va dire. C'est quasi tous des joueurs de foot US ou enfin, qui pratiquent un sport de manière régulière. Et du coup, ouais, c'est souvent en distance. Et en ce moment, ma grande réflexion, elle est sur comment automatiser le système pour passer le moins de temps possible sur les réglages de tes outils, mais plus de temps à discuter avec l'athlète et essayer d'offrir le temps que je passe, par exemple, sur mon Excel, à essayer de trouver comment bien faire les formes et tout, à passer ce temps-là peut-être en call avec l'athlète Ouais. et passer genre 20 minutes de plus bah, avec lui, au lieu de passer ces 20 minutes à essayer de régler mon ordinateur comme au début du podcast, quoi. Tu vois. Ah, Ok. il est Du coup, fort, il ouais, rebondit. l'objectif là, c'est d'essayer d'automatiser toute la partie informatique pour que je sois tranquille dans ma tête et me concentrer le plus possible sur l'athlète. Ouais. Quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner à un sportif? D'être Yes. proactif, de vraiment pas juste, ok, je te dis, fais 10 squats, je fais 10 squats, c'est bon, je me casse. C'est vraiment, ok, je comprends, je ressens le mouvement, les muscles, l'intensité, etc. Et le fait qu'il soit vraiment actif dans ce qu'il fait, bah, derrière, il va vraiment tout ressentir, tout comprendre. Il va vouloir pousser peut-être la chose plus loin, par lui-même aller chercher des infos, etc. Et dire, oh, mais en fait, ça, je faisais peut-être pas bien. Et du coup, nous donner un autre feedback, que progresser et que augmenter dans tout ce qui va être performance, en fait. Ouais, c'est Jules? intéressant. Bah moi, je peux peut-être avoir deux conseils. Je vais rebondir d'abord sur celui-là. C'est vrai que c'est cette chose dans le sport que beaucoup oublient, c'est la notion de conscience. Elle est présente partout. C'est-à-dire que, je sais pas, même tu prends l'exemple, un mec qui fait de la peinture, jamais dans sa vie, pendant 10 ans, il va faire pour faire. Tu vois, ou alors c'est que c'est un très mauvais peintre. Alors que dans le sport, ça peut être le cas. C'est-à-dire tu peux avoir des mecs pendant 10 ans qui vont faire pour faire, sans chercher la compréhension, sans chercher à savoir où est-ce qu'ils vont, comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui fonctionne, donc intéressez-vous. Et c'est le cas actuellement. Là, les jeunes, on voit, ils sont chauds en prépa physique, ils s'y intéressent, ils se développent là-dessus, et c'est le meilleur truc à faire, tu vois. Donc ouais, ayez la compréhension et l'intelligence d'essayer de comprendre ce que vous faites. Et le deuxième conseil, je pense, c'est de venir au local performance. Venez, Carrément. appelez-nous, tu vois, parlez-nous. Et en vrai de vrai, ouais, non, on est assez ouvert, hein. Moi, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues m'envoyer des DM, tu vois, et avec qui on a juste discuté, on a parlé un petit peu et tout, et c'est déjà assez intéressant, tu vois. Donc franchement, ouais, contactez-nous. Nika? Moi, je dirais, apprenez à écouter votre corps. Quand faut travailler, faut travailler. Quand faut se la buter, faut se la buter. Mais quand le corps il dit reposez-vous, reposez-vous. Faut savoir savoir gérer, pardon, ce que le corps il dit. Faut savoir l'écouter, prendre en compte ce qu'il dit, parce que c'est important. C'est important pour votre santé, c'est important pour juste même vos performances. Parce que si ton sommeil n'est pas bon, comment tu vas aller frapper fort une barre? Comment tu vas aller frapper fort un gars sur le terrain? C'est pas possible. Ouais. Faut que tu sois en pleine conscience, faut que tu aies toute ton énergie. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Faut écouter son corps. Faut savoir quand est-ce qu'il faut le pousser un peu. Faut savoir quand est-ce qu'il faut le reposer. C'est important. Mais ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Faut juste faire les choses, tester, être Mm. ouvert d'esprit. Ouais, et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose qui est très subjectif. Et pour autant, en fait, c'est la base. On voit de plus en plus d'objectivité avec plein de capteurs pour la variabilité de la fréquence cardiaque, des outils pour bilanter ton sommeil, etc., Mm. qui sont des choses très objectives et qui peuvent être pertinentes, mais ne pas voir que par cette lentille-là, ouais. Bah, ce que tu dis là, en plus, ça me fait penser à un truc. Récemment, là, j'ai commencé une formation à distance avec Altis. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les gars. Ouais, bien sûr, ouais. Ils sont chauds de ouf dans le domaine du sprint, dans le domaine des athlètes, quoi. Et c'est ce qu'ils disaient, c'est super les outils qu'on a. Vraiment, c'est une chose à utiliser, clairement.
Mais oubliez pas que vous êtes des êtres humains et qu'il y a une grosse notion subjective. Et ça, c'est un truc que faut pas passer dessus parce qu'il y a des études, parce que il y a des outils. Enfin, les outils, c'est vraiment une bonne chose. Ça nous aide beaucoup. Mais il faut pas oublier il y a une part qu'on ne pourra pas mesurer. Et Mm. cette part-là, il faudra l'interroger et ça reste le subjectif. Génial. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Si vous aviez Tac. la communauté d'un Cristiano Ronaldo, que tout le monde vous écoutait, qu'est-ce que vous changeriez, voire enleveriez dans le monde du sport? Le coca. En Comme vrai, on l'a dit bonne finalement. ref. Très bonne ref. La ref, elle est bonne. Juste de l'eau, pas de coca. La ref est bonne. Ouais. Les croyances Euh, limitantes par rapport à la perf, par rapport à ce qu'on peut faire ou pas faire. Arrêtez de se mettre des barrières tout le temps pour pas grand-chose. Ouais, tu peux avoir cet aspect-là aussi. Bah, en fait, moi, je t'avoue que c'est vrai que de base, initialement, cette question, j'ai envie de te dire que je suis un tel bambin dans ce monde, au final, même si ça fait quelques années, plusieurs années qu'on pratique, hein. Donc, j'ai pas encore, tu vois, assez de recul, je pense, et assez d'expérience. Parce que pour moi, ça se compte sur du 15 ans, 20 ans, tu vois. Et à force d'avoir pratiqué énormément et d'avoir vu énormément de choses, là, je pourrais peut-être me dire, là, j'ai envie que le monde change ça, tu vois. Mm. Là, maintenant, pour l'instant, ma communauté, c'est moi et moi-même, tu vois. C'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de changer chez moi pour pouvoir pratiquer et faire pratiquer. Donc, je vais pas te mentir que, ouais, c'est une réponse un peu plus philosophique que technique, mais je pense pas qu'actuellement, j'ai la conscience assez élevée pour pouvoir me dire que je vais changer quelque chose dans le monde entier, tu vois. Ouais, non, mais c'est des paroles qui sont sages par rapport à ce que tu disais, les croyances limitantes. Effectivement, je pense que, encore une fois, ça peut paraître subjectif, mais par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure, Mika, notamment bah, que tu cours plus vite que jamais, alors que, bon, bah voilà, t'as plus 15 ans, t'es plus, on va dire, à une période où on croit que voilà, c'est la période phase pour progresser, bah finalement, tu fais encore des gains, quoi. C'est ça, clairement. Ça Yes. avancera toujours, je pense. Il n'y a pas d'âge limite pour ah, il faut que je gagne ça, il faut que je devienne comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je vois des darons de 60 70 ans plus balèzes que moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ils font quoi? Ils continuent à s'entraîner? Comment ils mangent? Ils font quoi? Ils font quoi pour être comme ça à cet âge-là? Pour se maintenir autant en forme? Je me dis, moi aussi, j'ai envie de ça plus tard, tu vois. J'ai envie d'être aussi balèze, j'ai envie d'être aussi fort, j'ai envie d'être aussi, pas rapide, peut-être pas, je sais pas, mais on verra, tu vois. Et juste, ouais, enlever les croyances limitantes, je pense que c'est important. Arrêter de se dire qu'il y a des paliers, qu'il y a des... Faut y aller, faut voir ce que ça donne, c'est tout. Ouais, quand tu vois tout ça, effectivement, c'est une forme d'inspiration. C'est ça, pourquoi eux, ils y arriveraient et pas nous, tu vois. Est-ce que vous auriez un livre et ou un podcast à nous conseiller? Livre, on va dire que j'ai un peu essayé, mais en tout cas, les livres autour de la prépa physique et tout, j'ai un petit peu du mal. J'ai fait tellement de théories, en fait, dans toute ma life qui fait que ça depuis l'enfance, qu'aujourd'hui j'ai besoin de terrain en fait. C'est peut-être pour ça aussi du coup que j'ai un aspect très attiré vers le terrain. Mais en fait, comme tu passes toute ta vie à faire que ça, en fait, que de la théorie, bah, au final, donc moi j'aurais plus peut-être des formations à conseiller. Et au final, moi j'ai vraiment kiffé les formats au final PSC1, enfin les formats de Rémi et tout. La formation de K-Swiss, si vraiment vous pouvez le faire, faites-la, tu vois. Moi personnellement, je ne l'ai pas faite, tu vois. C'est juste que j'ai entreaperçu un petit peu et j'ai vu surtout les résultats en fait sur Michael. Donc vraiment 1000 fois de la faire. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop également aussi, en termes de majorité de formation, là, tu vas avoir Maïline Dovan, donc Riabiu, qui est assez intéressante. Je crois que j'ai fait ces deux niveaux et le niveau et le truc spécialiste aussi à la fin. Et pour le coup, vraiment intéressante parce que il y a des choses sur lesquelles je suis plus trop en accord aujourd'hui. Mais même, en fait, quand même on te donne des choses où tu n'es plus en accord, le fait justement de pouvoir avoir un panel différent d'orientation et d'information, ça te permet justement de créer toi ta propre vision de la chose. Et pour le coup, elle m'a quand même apporté quand même beaucoup, cette femme. Donc vraiment super intéressant. Et ouais, bah, Rémi et Nardo, bah, ces mecs-là aussi m'ont apporté beaucoup, tu vois. Donc je pense que je conseillerais plus ça. C'est vraiment, parce que je laisse du coup le livre et podcast à Max et Mika, mais ouais, moi je conseillerais le terrain aussi, hein. Formez-vous avec des gens qui se sont formés et qui se sont formés. On apprend beaucoup des autres. Ouais, carrément. Kevin, Rémi, Nordo, je pense qu'il va falloir passer à la banque après cet épisode, hein. De ouf! Ah ouais. Là, oui, par contre, c'est vrai que ouais, faites-le si vous pouvez, quoi. Mais bon, non, en vrai de vrai, logiquement, enfin, ça se rentabilise, hein, on va Ah pas ouais, se c'est mentir. ça. Ouais, non, non, C'est en que fait, moi, ça. c'est pas ça, pardon, que je voulais dire, c'est surtout parce qu'on les a saucés pendant tout l'épisode. Mais non, 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 mais Ah, ok, oui, dans ce sens-là aussi. c'est une boutade qui est tombée à l'eau, c'est pas grave. Ah. Dans les deux cas, elle était bonne. Ouais. C'est pas grave. Yes, Ah, exactement. s'ils peuvent Mais nous c'est passer un billet. mais Pour les c'est runs sur vrai YouTube. que non, non, effectivement, c'est quali de ouf si on conseille tout ça, si on parle d'eux, c'est pas pour rien.
Après, ouais, du coup, s'il y a des Ouais. livres, des docus, des trucs. Bah, en vrai de vrai, j'ai pas de titre de livre, de nom de livre précis, mais un livre d'anat, un livre de physio, déjà pour débuter, c'est la base. Et puis au-delà des livres, ce qui marche bien en ce moment, c'est tu donnes des noms de mecs, d'influenceurs, entre guillemets, de mecs sur les réseaux sociaux et tu vois leurs vidéos, comme Alexis Beck, etc., qui en 1 minute, ils te font quand même découvrir pas mal de choses, par Mhm. aussi leur liste email, etc. Donc, moi aussi, je check pas mal ça au-delà des formations. Ça aussi, c'est un conseil. Si tu peux aller suivre pas mal de préparateurs physiques sur les réseaux, ça marche bien. C'est déjà un bon premier pas, tu vois. Yes, Mm. carrément. Ok, Mika? Bah, on va rester dans le domaine douleur, hein, vu qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a un Ouais. petit livret que Greg Lehman il a sorti sur les douleurs, sur le guide de la douleur. En gros, il explique à peu près comment ça se passe, il revient sur des fausses croyances qu'on a sur la douleur, etc. Et il explique un peu aussi comment se rétablir de ces douleurs. D'ailleurs, ça s'appelle Programme rétablissement guide de la douleur. Ok. Et il a été même traduit en français. Donc, même si en anglais vous avez des difficultés, il y a la version française qui a été faite. Et ouais, je trouve que c'est super cool parce que c'est une manière simple de comprendre la douleur, comment ça marche, etc. Bah, même Jules, il l'a lu, donc il pourrait en parler aussi un petit peu. Parce que par rapport à ces douleurs au début, bah, je lui ai filé, je lui ai dit, bah, renseigne-toi un peu sur comment ça se passe et tout, et on voit ensuite comment ça se passe en actif. Et c'est ce qu'il a fait, et je pense que ça l'a plutôt bien aidé de voir un peu comment ça marchait. Donc si ouais, ça vous intéresse vraiment et tout, je pense que ça peut être un premier pas à faire. Et les personnes qui l'ont traduite, c'est des gens qui sont vraiment balèzes en douleur pour le coup. Même sur les réseaux, vous pouvez aller les suivre. La majorité, ils ont des Insta où ils produisent des choses, du contenu, etc. là-dessus. Donc Ok. ouais, il y a pas mal de choses à voir dans ce petit livret, je pense. Ouais, ouais, c'est top. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très général, qui touche finalement tout à chacun. Et C'est pas ça. C'est seulement, des petits trucs qu'on connaît tous, quoi. ouais, et pas seulement les athlètes. Donc ça parlera à beaucoup de gens. Donc ouais, merci pour ces infos, les gars. Si vous pouviez passer un moment avec une personnalité qui soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Est-ce qu'il faut que ce soit dans le sport forcément ou pas? Pas Parce que forcément. sinon, Non, moi, non, je, c'est moi, je te très, sors très Michael général. Jackson direct, hein, mais là, c'est juste parce que Ok. c'est de l'envie personnelle, parce que Ouais, moi, ouais. c'est Non, bon. mais dis-nous un peu, ouais, Mais pourquoi sinon, Mike? pourquoi Michael Jackson? Ah, bah, parce que pour moi, c'est le plus grand artiste de tous les temps, tu vois. C'est tout. C'est une inspiration telle en termes d'esthétique musicale et de prestance sur scène. Je vois que. Je pense que c'est un des rares mecs aujourd'hui, il a le plus d'imitations possible et il y en a zéro qui peuvent le faire aussi bien. Et pour moi, c'est un modèle tellement puissant. Enfin, en fait, tu vois, c'est lui, genre, ce sera un mec, c'est un être unique, tu vois. Ouais, un développement de capacité. Ouais, comme je te dis, ouais, de prestance, d'aisance, de voix énorme et aussi du coup beaucoup aussi en termes de DA aussi, parce que du coup j'adore ça moi sur le côté, Mm. je sais que je kiffe trop la vidéo, les photos et tout, j'ai toujours adoré ça et lui vraiment sa vision artistique des choses elle est vraiment belle, tu vois. Ouais. Donc ouais, je pense aux gens ce serait ça. Après dans le sport, j'avoue, Non, mais d'autres déjà, personnes que je Jackson, rencontrais. c'est super cohérent avec toi, avec effectivement, bah, t'es vachement, comme tu disais, dans la DA, dans tout ce qui est visuel, audio, Ouais, et puis aussi performance artistique. Comme tu le disais, t'es passé par le hip-hop, ouais, un peu de le break, ouais. breakdance. Bah, d'ailleurs, je fais un big up à mon pote Liamine, qui est au quatrième ou cinquième podcast qu'on a fait ensemble. Et lui aussi, il vient de ce domaine-là. Moi, c'est un monde que je ne connais pas du tout, voilà, que j'entre-aperçois par rapport bah, notamment à Liamine avec qui j'ai travaillé. Et voilà, on a pu un peu discuter de tout ça. Et puis bon, moi, j'ai une grosse culture aussi hip-hop ou plutôt rap, etc. Enfin, j'aime beaucoup ce penchant-là, en fait, du hip-hop, qui est une partie de cette culture-là. Mais ouais, c'est super cohérent. Et d'ailleurs, c'est un sport, comme je disais, que je connais très peu. Et pour autant, plus je commence à le découvrir, plus je me dis qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faudrait, je pense, à un enfant, en fait, parce que c'est de l'expression du mouvement. En tant que professionnel du sport, en tant que kiné, je trouve que c'est la base, en fait, tout Ouais, bah, simplement. ouais, bah, en fait, enfin, c'est un des sports en tout cas qui peut être intéressant au développement de l'enfant, dans le sens où c'est une grosse base de motricité et de conscience de son corps dans Ouais. l'espace. Donc c'est vrai que ça, c'est un élément à développer
vraiment important chez les enfants. Donc, c'est pour ça que même aussi, tu vois, la baby gym, trucs comme ça et tout, ça, c'est des trucs qu'il faut, pour moi, c'est trop important à faire pour les enfants, tu vois. Pareil, enfin, la gym, elle te crée des capacités monstrueuses aussi. Elle te crée aussi beaucoup de facteurs limitants, je trouve. D'ailleurs, tu le vois, hein, c'est très souvent, tu demandes certains mouvements à des gymnastes, ils peuvent le faire, et d'autres, dès qu'ils font un petit peu d'éléments de grâce ou un petit peu de trucs, tout de suite, c'est des gros bâtons. Ouais, ouais. Mais par contre, en termes de mobilité pure, ce sont des vrais monstres. Et chez l'enfance, par contre, ça aide énormément. Donc ouais, je pense que le break a pu me faire dire que je peux faire 2 mètres et faire un squat complet, tu vois. Genre, je Ouais, pense que ça a pu aider, tu vois. Donc au final, complet, complet. c'est cool, ouais. Je Ok, sais pas, c'est quoi, du coup, vos inspirations, vous? ouais, vos Quelles sont inspirations, vos Max? inspirations? Ouais. Franchement, j'en ai pas vraiment. Après, comme ça, je peux te dire genre Cristiano Ronaldo juste pour la performance du mec. Son côté athlétique, il est incroyable. Franchement, quand tu vois physiquement, comment il saute, la hauteur de ses sauts, etc. Même sa qualité technique au foot, c'est quand même une dinguerie. Et au-delà de l'athlète, le côté businessman de fou. Je Ouais. sais pas tout ce qui tourne autour de lui, mais ça doit être un truc de fou, quoi. Je sais pas en fait, comment tu peux vivre en étant hyper connu, athlète, businessman. Enfin, tu vois, c'est ce mode de vie-là Bien entouré, hein. Ouais, je pense qu'il est très, très bien entouré, mais c'est plus pour ces trois domaines, tu vois, Mhm. que j'aimerais bien passer du temps avec lui juste pour qu'il m'explique comment ça marche, en fait. Comment tu arrives à allier tout ça et comment tu arrives à être bon, en fait, dans tout ce que tu fais, en fait. Ouais, moi, ça pourrait être aussi une des réponses que je pourrais donner. Effectivement, comprendre en fait comment il en est arrivé là. Et puis surtout, je serais curieux de savoir qui est-ce qui l'entoure finalement. Ok, Mika, C'est tes c'est un milieu, ça. inspirations? Il y a JB Morin, Ouais, qui est chercheur et prépa physique, dans le sprint. Je pense que il a apporté énormément par rapport aux lésions ischio, par rapport au sprint, par rapport à la vitesse, etc. Et c'est un gars, j'ai commencé à lire ses travaux milieu 2022. Et ouais, franchement, il est super intéressant et j'aimerais bien discuter avec lui pour voir ce que ça donne en vrai. Tu vois, le gars, tu lis ses articles, tu lis ses livres et tout, mais parler avec la personne, je pense que c'est différent. Donc ouais, j'aimerais bien voir comment il est, comment il explique tout ça. Parce que ouais, regarder ses cours sur YouTube et tout, c'est pas pareil. Mais ouais, discuter avec le gars, lui poser des questions, etc., etc. Franchement, je pense que ça serait cool et ça apporterait pas mal de choses. complètement. Bah, tu vois, c'est rigolo que tu parles de lui parce que j'ai interviewé la semaine dernière Pierre de Kinéast Ouais, et j'ai il fait vu. une formation justement avec lui prochainement. Et notamment, bah, justement, on a parlé de screening, d'évaluation du profil force-vitesse. Et donc, Yes. forcément, on a parlé de JB Morin et bah, du fait qu'il a ramené la science au terrain, ce qui est quand même assez fort et surtout avec un moindre coût. Et Clairement, puis, il est c'est dans les c'est deux cohérent tout le avec temps, tout en ce fait. dont tu as parlé jusqu'à présent. Ouais. Je vais me permettre, parce que du coup, tu nous as sorti un mini élément de réponse, mais en dehors de Cristiano Ronaldo, ce serait qui, toi, du coup? Non, moi je suis inspiré en fait par les athlètes qui sont des travailleurs. Je vais prendre un peu le truc à contre-pied, mais un mec comme Matuidi, moi, c'est un mec qui m'inspire de par en fait son parcours. À aucun moment tu peux te dire qu'il va finir champion du monde avec plein de titres avec le PSG, la Juve, etc. Et pour autant, en fait, il a tout le temps appris. Il a même parlé de son passage à la Juve où il était, je vais pas dire en fin de carrière, mais il avait déjà quelques Ouais, années derrière lui et surtout un gros background avec un club comme le PSG et il a dit qu'il avait énormément appris. Là ça, où en ça c'est fait ouf. plein d'athlètes pourraient se dire eh, c'est bon, t'as vu le palmarès que j'ai, t'as plus rien à m'apprendre. J'aime cette attitude-là. Je trouve ça super intéressant en fait aussi, même quand les athlètes ils changent de pays et donc de culture et qui savent s'imprégner de tout ça. Ouais, clairement. Bah, en vrai, ça, c'est un peu intéressant, mais ça en vient un petit peu à ce qu'on dit tout à l'heure aussi. C'est l'aspect aussi où il y a beaucoup de gens en ce moment qui pensent savoir. Et en fait, de voir que des mecs même comme ça ont encore cette humilité, d'avoir la conscience d'apprendre, elle est super importante. On a vu un petit peu récemment, je crois, un peu sur les réseaux, cette fameuse courbe de l'apprentissage, etc. Et tout. Et pour moi, elle est vraiment importante à mettre en avant parce que tu as vraiment très vite ce fameux pic où tu penses tout connaître et tout savoir. Et en fait, il suffit juste que tu t'y plonges un petit peu plus et tu découvres que tu ne sais rien, en fait, et que le Mm, monde, mm, il est, mm. il est, il est doté d'extrêmement, extrêmement beaucoup d'informations. Et en fait, remettez-vous en question parce que voir que même les mecs du haut niveau et même au niveau de l'enseignement, de la science, de la croissance physique, de l'athlète, etc., des mecs se remettent encore en question, des mecs apprennent encore. Donc non, vous ne savez pas tout. Donc, viens, on continue à bosser, viens, on continue à se remettre en question et à rester à notre place. Et voilà, et un jour, peut-être qu'on arrivera à la maîtrise, tu vois. Mais pour l'instant, là, moi, on est dans l'apprentissage. Et c'est ça qui est trop beau, en fait, aussi, tu vois. C'est que Mm. voir des mecs comme ça, comme tu dis, comme d'autres gens et tout, mais en vrai, tu peux me parler même de Ronaldo. Ronaldo, je pense qu'il apprend encore des choses, tu vois. Il apprend encore. Ouais, Ce ouais, serait complètement. culotté de dire qui sait tout, tu vois.
Donc, ouais, l'apprentissage, c'est le fondement de tout. C'est faire de la recherche, rechercher constamment, rechercher Ouais, ouais. Se des éléments. questionner et puis comme vous en parliez tout à l'heure, mettre en pratique et puis après en parler. Ok. C'est pareil dans tous les domaines, hein. Ouais. Ouais, Tous non, les mais c'est... domaines. Ouais, Tous les carrément. domaines, parce que c'est fou comment dans tous les domaines artistiques, ça, c'est moi qui me tiens à cœur, hein, mais dans tous les domaines artistiques, c'est des gens qui font un truc depuis 6 mois, un an, ils le vendent comme si c'était des mecs qui le faisaient depuis 40 ans. Et quand tu vois des mecs depuis 40 ans dire qu'ils sont pas convaincus encore, tu vois la différence de mentalité en fait. Et ouais, il y a une mentalité un peu, ouais, on est fort, on est des winners, on a confiance en nous, mais là, tu as juste confiance en ce que tu ne connais pas en fait. Voilà, petit message de polémique. Tu Réveillez-vous. fais très bien d'en parler, Jules. Quel est le meilleur moyen de vous contacter pour discuter davantage avec vous ou pour travailler avec vous, comme tu en parlais tout à l'heure? Actuellement, je pense que ça va être Instagram, hein, parce qu'Instagram, en fait, ça centralise tout. Le compte Insta, c'est principalement moi qui le gère, un petit peu Max aussi. Mais du coup, ça centralise, en fait. C'est-à-dire que du coup, selon les questions qu'on nous demande, selon les profils qu'on a, etc. et tout, on peut réorienter vers les gens. Ouais, arrobase de local-performance. Si jamais, du coup, vous êtes en écoute, si vous n'avez pas de visuel, arrobase de local-performance. Mais ouais, je pense que Instagram sera le mieux. Ouais, on est disponible après ensuite, hein, par message, par mail, par truc. Il y a toutes les informations là-bas, donc faites-vous plaisir. Parfait. On mettra tout ça en lien dans la bio pour les plus. Voilà, ça sera directement dans la Merci description. beaucoup. Ok, la Et dernière voilà. question. La question passe décisive. Qui aimeriez vous entendre passer au micro de ce podcast? En tant qu'athlète, moi j'aime beaucoup Baki. Baki est le street lifter qui en Ouais, plus il est loin d'être bête et juste dans son sport. Donc franchement, si jamais tu peux l'avoir, c'est cool. grave. J'aime bien Training Therapy aussi. Ils sont à fond culture un peu manga et kiné, préparateur physique, ils donnent des super conseils. Donc moi je les suis pas mal sur Insta, ils sont vachement cool. Et un dernier pour la route, Oh, il y en a si beaucoup, tu peux toi. avoir Cyril Gann aussi. Wesh. Comme ça, tu as le choix. T'es pas bloqué que sur un profil, tu en as trois. Mais en vrai, Baki, c'est cool, hein. Ouais, ouais. Je le connais depuis pas si longtemps que ça, pour avoir écouté un peu des échanges, notamment avec Kevin Ferrara. Et je crois bien qu'il avait aussi fait un podcast avec Training Therapy. Ils ont leur chaîne Et... aussi Mm, sur mm. YouTube, je crois. String Vision, Ouais, avec ouais. Yes, Mentir. je crois que tu as raison, ouais. Et ouais, c'est vraiment inspirant, ouais. Il a un beau parcours et pourquoi pas carrément l'avoir sur le podcast, ce serait vraiment top, ouais. Bah, en vrai, enfin, peut-être en termes de passe D, en vrai, moi, je vais quand même placer deux blazes qui, je pense, peuvent trouver vraiment intéressant. Le premier, ça va être Yanis Irid. Yanis Irid, c'est un ancien joueur pro de basket qui est devenu maintenant docteur, recherche en prépa physique. Enfin, il bosse pour l'INSEP et tout. C'est un mec avec qui j'ai été à la fac qui m'a beaucoup appris. Un grand, grand mec du basket, pour le coup, et un grand mec en devenir encore plus grand. Là, il est en train d'incorporer tout un système de monitoring et tout qui est super intéressant dans la prépa physique pour les joueurs de basket du coup à l'INSEP. Il joue avec l'équipe de France, enfin il travaille avec l'équipe de France avec des joueurs NBA et tout. Et ce mec-là, pour le coup, il a beaucoup à dire. Et il est très très intéressant et en plus très intéressé. Donc c'est vraiment un élément incroyable. Donc lui, en tant que préparateur physique et recherche, j'adorerais que tu parles avec ce mec, avec Yanis. Ok, Je t'enverrai son carré. compte Insta si jamais tu veux. Et le Ouais, deuxième, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Lyon qui s'appelait Joris et qui s'appelle Strong System tiré du bas, je crois, sur Insta. Et ce mec-là est préparateur mental aussi. Et je trouve qu'un aspect préparateur mental peut être intéressant aussi dans un podcast comme ça, parce que c'est une discipline trop oubliée pour les athlètes. C'est un très bon préparateur mental, un très bon pratiquant de la force aussi, un mec qui soulève des grosses charges. Après, Mika, je sais pas si t'as une reco aussi, mais ça va faire beaucoup. Mais... non, mais Il regroupe enfin, plusieurs experts. Enfin, il est expert dans les différents domaines dont on a parlé, notamment les ischios, le sprint et la douleur. Il s'appelle Brian Littré. C'est un de mes mentors et c'est aussi mon gars sûr. Il est bouillant. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Il est bouillant. Il se tient à jour dans ses lectures d'articles tout le temps. Il est formateur en formation continue et en formation initiale en IFMK. Son domaine de spécialité, bah, c'est lésions des ischios et enfin, toutes les pathologies neuropathiques. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce gars et un podcast avec lui, ça serait lourd, hein. bah, je vais pas te mentir, je l'ai noté sur ma liste et je Yes. pense le Ah contacter d'ici peu, Lourd, ouais. ouais. lourd. Ok, Carré. merci beaucoup les gars pour toutes ces recos. C'est vraiment top. Le mot de la fin, je vous le laisse. Entraînez-vous Euh... sale. C'est ça le mot. Entraînez-vous sale. Ouais, bon, en vrai, ouais, je pense que ouais, entraînez-vous sale, entraînez-vous Et venez au propre. local aussi, c'est important. Et ouais, et bienvenue au local, hein. Ça, c'est un petit peu notre gimmick, notre phrase fétiche, hein, mais bienvenue au local. Grave, grave. Bah ouais, Et on merci beaucoup en emmènera. tout cas, Max. Bah, je Ouais, vous en merci de nous prie, avoir invités. c'était vraiment lourd. Merci beaucoup les gars pour cet échange. Je te rappelle, si tu as kiffé ce podcast, de nous envoyer de la force
Les gars du local nous ont envoyé des grosses pépites. Pensez à vous abonner si vous êtes sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme de podcast. Et surtout, faites pas la pince, hein, ne gardez pas toute la valeur que pour vous. Partagez ça à vos gars sûrs, à vos coéquipiers, à votre famille et tous ceux qui ont envie d'exploser leur perf et d'être en bonne santé. Force à vous. Ciao, ciao.